Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. S'attaquer au blocage français. François Hollande précise son cap au second jour de son déplacement à Dijon, mais l'opération reconquête de l'opinion a-t-elle été payante ? La rigueur pour les collectivités locales aussi. Les coupes budgétaires passent mal auprès des élus de tous bords. Un pacte de confiance et de responsabilité leur est proposé à cet instant même par Jean-Marc Ayrault avec nous tout à l'heure. De retour de Matignon, il se trouve encore Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, la sénatrice Jacqueline Gourault, et puis avec nous également Agnès Verdier-Molinier, pour qui on peut faire des économies par dizaines de milliards dans les collectivités locales. Les cardinaux dans le silence du conclave, premier tour de scrutin en forme de primaire pour désigner le successeur de Benoît XVI. Elisabeth Marchal de la Vie est avec nous. Elle viendra évoquer bien sûr les papabili qui ont la cote. Mais d'abord la neige qui paralyse une bonne partie du pays. Matignon a activé la cellule interministérielle de crise. Il s'agit de garantir la sécurité et les déplacements des Français, mais qui ne sont plus assurés dans les régions paralysées, dans le nord et l'ouest particulièrement. Il n'y aura pas de retour à la normale à la SNCF demain, alors que sur les routes, le chaos perdure en raison des congères, parfois de plus d'1 mètre, voire 1,50 m. Le gouvernement a fixé comme priorité le sauvetage des naufragés de la neige et puis le rétablissement de l'électricité. Par ailleurs, la trêve hivernale des expulsions locatives a été prolongée de 15 jours en raison de ces conditions météo. À Dijon, aujourd'hui, François Hollande a dit un mot sur ces intempéries exceptionnelles qui appellent, a-t-il dit, à des dispositifs exceptionnels. Mais le chef de l'État était bien sûr attendu d'abord sur la définition d'un cap économique et politique. On l'écoute. Un État fort, c'est un État simple. Un État puissant, c'est un État rapide. Un État efficace, c'est un État qui fait confiance et qui inspire confiance. Et c'est cette conception-là de l'État qui doit jouer tout son rôle, mais en changeant ses méthodes, ses procédures et ses approches, que nous pourrons avoir nous-mêmes la responsabilité de la sortie de crise. Le chemin que je propose, c'est celui qui permet d'avancer. D'avancer en respectant à la fois l'équité et la compétitivité, la solidarité et l'efficacité. C'est ainsi que nous marcherons ensemble, sans écarter quiconque, sans laisser personne de côté. Alors, en venant à Dijon, je suis sur ce chemin. Voilà, le chef de l'État qui a également évoqué à Dijon un déficit de la France cette année de 3,7%. Il a également annoncé des choix courageux, a-t-il dit, dans l'année pour l'avenir des retraites. L'Élysée envisageait de renouveler ce type de déplacement de 2 jours toutes les 6 semaines, mais les leçons de l'expérience dijonnaise vont être tirées. L'expulsion hier manu militari de contestataires aura marqué les esprits. Et nous retrouvons Michael Zamès à Dijon pour un premier bilan. François Hollande est venu, il a vu et il a entendu. Lui qui voulait prendre le pouls des Français, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été servi. On a beaucoup parlé du chômage, mais également de l'emploi et évidemment des craintes des élus locaux, comme vous pouvez le voir derrière moi. 48 heures d'immersion qui lui ont permis également de s'exfiltrer des contraintes de l'Élysée. Bref, de prendre l'air, du dialogue, oui, sans filtre le plus souvent, qui lui ont permis aussi de retrouver des accents de campagne. Ces conseillers nous disent même qu'il a été revigoré par ces dialogues. Les sondages sont en berne, il le sait, et tant que le chômage sera en hausse, eh bien, cette position dans les sondages, eh bien, elle sera en baisse. Il y a des doutes et de l'impopularité. Et alors, a même dit le président de la République. Au final, bilan de l'opération, quelques ratés, notamment dans l'organisation, et des forces de l'ordre qui ont fait un petit peu de zèle. Encore du travail donc pour les personnes qui entourent le président de la République pour préparer le prochain voyage qui devrait avoir lieu dans 2 mois. On ne connaît pas encore la destination, mais ce qui est certain, c'est que l'industrie sera au cœur de la problématique.
Et le sénateur maire PS de Lyon n'y va pas par quatre chemins. Dans une interview au Monde, Gérard Collomb demande en effet à François Hollande d'assumer un socialisme de l'offre pour la compétitivité, l'innovation, dit-il. Il demande par ailleurs que le projet de taxation à 75% sur les très hauts revenus soit abandonné. Il n'en est pas question, nous disait tout à l'heure sur Public Sénat Alain Vidalis, le ministre chargé des relations avec le Parlement. À Dijon, François Hollande a rencontré aujourd'hui les élus ruraux qui ne sont pas les moins inquiets des coupes budgétaires imposées aux collectivités locales. Sur place, Jérôme Rabier. Il voulait un contact direct avec la population hier, place aujourd'hui à l'écoute des élus. Mais pas question d'uniquement les rassurer. François Hollande leur rappelle que les collectivités participeront aussi à l'effort national. Côté élu, on y est prêt, mais à certaines conditions. Moi, je pense qu'on peut faire un peu plus aussi, mais il ne faut pas étrangler non plus les petites communes. On veut bien, communauté de communes, prendre un peu plus de compétences pour soulager les communes, mais il faut aussi nous donner les moyens. Face à lui, des élus inquiets sur de nombreux sujets, notamment la question des rythmes scolaires. Je pense qu'on aurait pu prendre un peu plus de temps pour se préparer et pour surtout donner la possibilité aux collectivités locales de se préparer. J'ai simplement dit au président de la République hier que la base, puisqu'il est venu pour entendre la base que je représente, puisque je suis une élue locale, est pour cette réforme, mais pense que ça va un peu vite. Réalistes sur le gel de leur budget, c'est donc par d'autres moyens qu'ils souhaitent être accompagnés. Quand on nous demande de faire des efforts, je pense qu'on est toujours d'accord à la condition que ça soit du donnant-donnant. Donc oui, moi j'attends qu'il nous écoute, qu'il écoute nos propositions aussi, puisqu'on a des idées, parce qu'au quotidien, on a les mains dans le cambouis tout bêtement. Je pense que c'était vraiment une inquiétude forte, une inquiétude dont on a besoin absolument d'être rassuré et surtout de nous laisser un petit peu faire et travailler au redressement de toute la France et notamment de son pays rural. Laisser faire les élus, cela peut être en simplifiant les normes, en leur accordant un véritable statut ou encore en leur donnant un droit à l'expérimentation dans les collectivités. L'objectif d'aujourd'hui était d'écouter, reste à savoir si leur message débouchera sur du concret. Et de son côté, donc, Jean-Marc Ayrault a réuni tout à l'heure à Matignon les élus locaux pour calmer leur fronde. Particularité, l'immense majorité de leurs représentants sont socialistes, inquiets, eux aussi, des baisses de dotation de l'État. On en reparle dans un instant avec nos invités. 4 projets de révision constitutionnelle seront présentés au Conseil des ministres demain. Ils portent notamment sur la suppression de la Cour de justice de la République et sur la responsabilité civile du chef de l'État. Alain Vidalis, le ministre chargé des relations avec le Parlement, était donc notre invité tout à l'heure lors de l'émission Preuve par 3 et il annonce la date du Congrès. C'est une prérogative du président de la République. Maintenant, on peut se dire avec le calendrier parlementaire tel qu'il est aujourd'hui. Le plus probable, fin juillet et peut-être en septembre. Voilà, fin juillet, début septembre, un congrès donc pour 4 seulement de textes révisant la Constitution et le plus de réformes étaient prévues normalement par le chef de l'État, mais on connaît la difficulté pour la majorité de réunir les 3/5 des suffrages des parlementaires. De la prison avec sursis pour le couple Tiberi, 10 mois pour lui, 9 pour elle. Condamné en appel dans l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement de Paris. L'ex-maire de la capitale se voit par ailleurs infliger des amendes et une inéligibilité menaçant de le priver d'élections municipales en 2014. La suite des auditions au Sénat sur le mariage gay avec aujourd'hui Jacques-Alain Miller, psychanalyste, et puis Marianne Chapdelaine, présidente du Conseil supérieur de l'adoption. Un extrait de ces auditions du jour. Le mariage républicain, jusqu'ici, reste un mariage profondément informé, modelé par le mariage religieux. Et donc j'ai compris que les homosexuels nous appelaient à encore un effort pour être vraiment laïques. Et il est trop normal qu'on craigne le nouveau quand on est habitué à l'ancien. Et ça n'est facile pour personne, bien entendu. Je ne vois aucune menace pour la société dans le mariage homosexuel. Au sein du CSA, il y avait les personnes qui disaient que un couple homosexuel pouvait très bien élever un enfant, qu'il n'y avait aucun problème. Par contre, dès lors qu'on parlait d'adoption plénière, en quelque sorte, donc d'écraser l'état civil et d'en remettre un nouveau, là ça posait problème parce que pour certains, l'enfant ne pourrait plus s'identifier à un papa et une maman, donc à l'altérité sexuelle, et c'était vraiment là le point de clivage.
Et à tel point que certains disant, si c'est dans un couple homosexuel ou même dans un autre couple, ne pourrait-on pas envisager une autre forme juridique que l'adoption ? Voilà, et le texte de ce mariage gay au Sénat devrait intervenir au mois d'avril dans une ambiance qui sera moins passionnée qu'à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Les 115 cardinaux appelés à désigner le futur pape enfermés désormais dans la chapelle Sixtine. Un premier vote aux allures de primaire doit avoir lieu donc cet après-midi. Sophie Normand. Les lourds battants de la chapelle Sixtine se referment. Les 115 cardinaux électeurs sont désormais totalement coupés du monde. C'est ici, sous les splendides fresques de Michel-Ange, qu'ils seront désormais enfermés à clé durant toute la période du conclave. Les personnes non autorisées à participer à cette réunion secrète ont donc quitté les lieux au préalable. Toute communication des cardinaux avec l'extérieur est maintenant strictement proscrite sous peine d'être excommuniés. Alors la main posée sur l'évangile, chacun d'entre eux a juré de garder le secret absolu sur toute l'élection du souverain pontife. Un moment historique partagé dès ce moment avec de nombreux fidèles, venus par milliers place Saint-Pierre pour assister à la messe dite d'élection. Une messe qui réunissait l'ensemble du Sacré Collège, une messe au cours de laquelle tous ont été appelés à faire unité autour du futur pape. Les cardinaux devraient procéder à leur premier scrutin dès ce soir, puis dès demain, il y aura 4 votes par jour, 2 le matin et 2 l'après-midi. Tous les bulletins seront brûlés en fin de journée. S'échappera alors une fumée noire si aucun pape n'est élu, blanche en cas d'élection. Selon les vaticanistes, le conclave devrait être court, de 2 à 4 jours au maximum. Voilà, et avec nous, Elisabeth Marchal, rédactrice en chef de La Vie. Bonsoir, et merci d'être avec nous. D'abord, avant de parler du conclave, à quoi ont servi les derniers jours précédant ce silence imposé aux cardinaux? Absolument. Ces derniers jours, toutes ces congrégations générales ont servi d'abord pour les cardinaux à faire connaissance les uns les autres. Ils ne se voient pas si souvent. Certains ne sont pas souvent au Vatican. Servi à faire connaissance, à prendre connaissance aussi des favoris éventuels. On se déclare candidat, comment on fait? Alors non, justement, c'est ça qui est très atypique et je crois bien que c'est une élection qui ne ressemble à aucune autre puisque effectivement, on ne se présente pas candidat, on ne fait pas campagne pour soi-même, mais ce sont vos pairs qui vous élisent, qui vous désignent. Il faut quand même exprimer une envie, une ambition. Même certains reprochent à certains, notamment à l'italien Scolla, d'être trop ambitieux. Bien sûr. Alors cela n'empêche pas les ambitions et heureusement, ce sont des hommes de gouvernement aussi. Mais je crois que le fait de prendre le temps, de discuter, de rechercher aussi un certain consensus, puisqu'on sait qu'au terme de l'élection, il faudra qu'il soit 77 sur les 115 à porter leur vote sur un candidat. Donc ça, c'est aussi assez original dans le monde d'aujourd'hui de chercher le consensus. Alors les pressions, il y en a, bien sûr. Les camps, il y en a. On a parlé notamment ces jours-ci du parti des Italiens, du parti des Américains, en soulignant que justement, c'était peut-être aussi un vent un peu neuf qui souffle aujourd'hui sur le Vatican, puisque c'est la dernière fois, nous avions un pape qui venait de décéder, après Jean-Paul II, donc il y avait une atmosphère de deuil et on ne réagit pas de la même manière. Là, tout est ouvert, les cartes sont redistribuées, on est aussi à une autre ère, avec des cardinaux probablement qui, pour certains, veulent communiquer davantage. Ils n'ont pas le droit. Non, mais ces jours-ci de communiquer déjà, d'envisager une église qui communique, de préparer une église qui communique. Néanmoins, on ne sait pas, pendant le conclave, allez savoir. On arrive à savoir beaucoup de choses tout de même après. Oui, on arrive à savoir des choses, absolument. Alors, pas officiellement, bien sûr, mais c'est vrai, puisque c'est vrai que tous les... pour le moment, je ne sais rien. Ils sont enfermés et je ne sais pas encore l'issue des choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je peux vous dire qu'il y aura peut-être une fumée noire tout à l'heure et qui nous indiquera que... Il faudra attendre encore un petit peu. Alors, il faut parler un peu du climat général de cette élection, de ce silence qui leur est imposé. Néanmoins, c'est une ambiance quand même très particulière. Ils sont tous logés dans un hôtel ecclésiastique. Ils sont logés à la Maison Sainte-Marthe. La Maison Sainte-Marthe. Les volets sont scellés même pendant leur séjour. Tout à fait. Enfin, les portes de la Sixtine sont scellées, absolument. Je crois que au XIIIe siècle, il a fallu 3 ans pour élire un pape et à la suite de quoi ils ont décidé qu'on allait les enfermer au pain et à l'eau à l'époque pour qu'on ait plus vite un pape. Voilà. Donc on leur impose un peu de sobriété également, lors des repas. Alors c'est vrai que c'est absolument de la sobriété et en même temps, c'est aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est une hôtellerie alors qu'autrefois ils logeaient dans des chambres de monastères beaucoup plus spartiates. Donc aujourd'hui, il y a quand même un certain confort. Et puis ils vont aussi ce soir dîner ensemble, discuter ensemble, parce que une élection comme ça se joue beaucoup aussi dans les contacts interpersonnels, les relations. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, ils font connaissance. Les cardinaux s'en
Français être guidés par l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'ils devraient tous voter pour la même personne, alors? Non, parce que l'esprit souffle où il veut et ne souffle pas de la même manière partout. Et puis je crois que ce qu'il faut bien penser, c'est que nous, on voit l'élection depuis Rome. Il faut penser aussi que les catholiques sont 1,2 milliard dans le monde, très présents dans les continents du Sud, le continent sud-américain par exemple, et qu'on ne voit pas le catholicisme de la même manière partout. Donc c'est important que ces opinions soient confrontées. Centaines de millions de catholiques de par le monde frustrés forcément, puisqu'il y a un peu une compétition entre continents. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de compétition ou bien de vision différente. Ce qu'on aimerait sans doute aussi, c'est que la vision change un petit peu de continent. C'est-à-dire que c'est vrai que là, on a été c'est une église qui effectivement fonctionne selon un pouvoir très centralisé. Et aujourd'hui, les églises du monde aimeraient aussi qu'on les entende davantage, qu'elles puissent aussi exprimer leur façon de voir les choses. Ils n'ont plus la cote. J'ai l'impression, on avait parlé d'un Philippin, un Brésilien, certes, ils font partie du dernier carré peut-être. Oui, on a parlé de potentiel pape, mais on parle toujours d'un Italien, Angelo Scola, quand même. C'est lui le plus favori. On parle d'Angelo Scola, certes, parce qu'il est effectivement un homme qui serait un bon administrateur, qui connaît bien les choses et en même temps qui n'a pas été trop mêlé à des affaires dont on a pu parler. Et en même temps, on parle aussi du Brésilien, Odilo Scherer, qui a des racines allemandes, qui est brésilien, donc qui ferait un peu un pont entre le vieux continent et ces nouveaux pays, ces pays montants aujourd'hui dans la mondialisation. Il y a le Canadien aussi. On parle de Marc Ouellet. Alors lui, très conservateur. C'est dans la continuité là, de Ratzinger. Oui, ceci dit, ils le sont tous un petit peu aujourd'hui. C'est une nouvelle génération, si vous voulez. Hier, une nouvelle génération de conservateurs. Alors, conservateurs, ça veut dire aussi des cardinaux qui ne veulent pas brader le message de la foi, en quelque sorte. On est aussi, le contexte a changé. Finalement, aujourd'hui, la foi catholique se retrouve en minorité dans une société soit très sécularisée, soit où les autres religions ont toute leur importance et leur place. Donc ça change le contexte. Vous avez un pronostic au moins sur la fumée blanche? Dans quel délai? Alors probablement pas ce soir. Non, vous l'avez dit. Voilà, on aura deux fumées demain. On aura une fumée demain matin, une fumée demain soir. Alors ça serait le meilleur des cas. Ça voudrait dire peut-être qu'un des favoris a été très vite, que le consensus s'est fait sur un des favoris, mais on croit plus vraisemblablement qu'il faudra peut-être attendre jeudi et à ce moment-là, qui sait, on verra peut-être un outsider sortir des urnes. Merci beaucoup, Elisabeth Marchal, d'être venue nous voir à nouveau aujourd'hui. On reparle du sujet qui était dominant tout à l'heure dans le journal, notamment les coupes budgétaires qui sont imposées, vous le savez, aux collectivités locales. L'heure de la rigueur également pour elles. Une conférence des finances locales s'est tenue tout à l'heure à Matignon. Et au cours de cette conférence, évidemment, même s'il s'agissait de cajoler un peu les élus locaux, on n'a pas pu faire l'impasse sur 4,5 milliards d'économies demandées d'ici 2015. On en parle avec nos invités, mais d'abord le point donc sur ces comptes difficiles pour les élus locaux avec Joachim Rob. 1,5 milliard d'euros en moins l'an prochain, autant en 2015. La diète imposée par le gouvernement provoque la grogne des élus locaux. Pourtant, cet effort représente moins de 1% du budget des collectivités territoriales. 240 milliards d'euros, dont 70 milliards de dotations de l'État, réparties entre communes, départements et régions. Mais les élus se plaignent d'une situation financière déjà délicate. Avec la suppression de la taxe professionnelle, les régions perdent 400 millions d'euros chaque année. Les départements doivent assumer la hausse des dépenses sociales, notamment le RSA. Les représentants des collectivités dénoncent aussi des coûts en augmentation, notamment pour appliquer les normes françaises et européennes, que ce soit pour la taille d'un panneau de basket, le poids d'une merguez dans les cantines ou la largeur d'un passage piéton. Des coûts qu'ils craignent de voir exploser avec la réforme des rythmes scolaires, dont ils estiment la facture à 2 milliards d'euros. Recettes en baisse et dépenses en hausse, une équation impossible selon les élus. Pour éviter qu'ils augmentent les impôts locaux ou réduisent les investissements, l'État pourrait leur accorder des compensations. Parmi les pistes envisagées, une taxe sur le numérique ou une réforme du financement du RSA. Avec nous, donc, Jacqueline Gouraud, sénatrice centriste du Loir-et-Cher et vice-présidente de l'AMF. Nous recevons également le président, Jacques Pélissard, le maire UMP de Lons-le-Saunier. Tous deux, vous arrivez tout droit de Matignon. Merci d'avoir fait vite et d'avoir abandonné pour nous le Premier ministre, qui n'avait pas que des bonnes nouvelles pour vous, on va en parler. Avec nous également Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du think tank IFRAP et vous êtes l'auteur de 60 milliards d'économies. Oui, mais attention, pour vous, c'est tous les ans. Et pour vous, les collectivités locales doivent aussi se serrer la ceinture. Vous consacrez un chapitre, mais notamment aux régions.
Beaucoup sur les régions, oui, parce qu'on a fait pas mal d'enquêtes sur ce sujet, mais aussi sur la question des départements. On évoque aussi, bien sûr, la question du bloc communal. Mais attention, ce livre n'est pas pour faire 60 milliards uniquement sur les collectivités locales, hein, mais 60 milliards d'économies sur l'ensemble des dépenses publiques, c'est-à-dire les plus de 1100 milliards que nous dépensons chaque année en dépenses publiques. Bon, enfin, en tous les cas, vous dites que des dizaines de milliards d'économies sont possibles. Là, aujourd'hui, on parle de 4,5 milliards pour les collectivités locales, et cela d'ici 2015. Jacques Pélissard, est-ce que les collectivités locales doivent être épargnées par l'effort de rigueur ? Non, mais déjà depuis 2011, nous avions le gel de nos dotations, donc on n'avait pas un centime de plus, avec l'inflation on avait même moins, et là c'est un vrai coup de massue sur les collectivités. Jamais on n'avait retenu sur 2 ans 4,5 milliards d'euros, donc c'est beaucoup de moins d'argent pour les collectivités, alors que les charges augmentent. Donc il y a un effet ciseau qui est infernal, qui peut se reporter sur les subventions aux associations culturelles, sportives, et surtout sur nos investissements. Alors vous avez la centriste Jacqueline Gouraud à vos côtés, mais il y avait quand même beaucoup d'élus de gauche autour de vous à Matignon, puisque pratiquement tous les responsables des associations d'élus, les régions, les départements sont socialistes. Hein, on est d'accord, Jacques Pélissard. Est-ce qu'ils ont tenu le même discours que vous? Oui, parce que nous avons mis en place un dispositif du bloc local. Toutes les communes, les petites, les maires ruraux, les petites villes, les villes moyennes, les grandes villes, les communautés urbaines, les maires de France, les communautés de France, tous ont donc commis un communiqué commun pour dire à l'État, c'est un prélèvement, une amputation importante de nos dotations. Il faut absolument qu'on trouve, par rapport aux charges que nous subissons, des solutions pour atténuer les charges, pour éviter, tant faire que je peux, d'avoir un prélèvement aussi important sur nos dotations. Jacqueline Gouraud, est-ce que des pistes ont été évoquées par le Premier ministre pour alléger cette pression ? En tout cas, le Premier ministre s'est engagé à plusieurs choses, notamment une juste répartition de l'effort qui doit être fait par les collectivités territoriales. Selon quels critères ? Un certain nombre de critères, bien évidemment, de grandes, de petites communes, d'efforts fiscaux, c'est-à-dire aussi de fiscalisation faite par les collectivités locales. J'ai vu que Jacques Pélissard disait qu'il fallait répartir selon la richesse des communes. Hein, la richesse des communes. C'est-à-dire que certaines le sont riches. Oui, bien sûr. Un certain nombre de communes ont des ressources bien supérieures à d'autres, mais il y a aussi des communes qui font une fiscalité équilibrée, c'est-à-dire qui demandent aussi un effort à leur population. Et donc, quand on parle aussi de péréquation, parce que c'est un mot qui souvent est utilisé comme un mot magique, c'est-à-dire qu'on partage, au fond. Hein, la péréquation, c'est le partage. Eh bien, oui, justement, il faut partager à la fois l'effort, mais il faut aussi partager les ressources, parce qu'autrement, on ne peut pas appauvrir les uns aux dépens des autres. C'est impossible. Il faut une égalité de traitement, parce que, comme le disait Jacques Pélissard, il y a les dépenses, il y a les charges et il y a les recettes. Il y a 3 les recettes, critères. Justement, on en parle tout de suite des recettes, parce que les élus locaux réclament un retour à une plus grande autonomie fiscale, c'est-à-dire une possibilité de prélever les impôts. Agnès Verdier-Molinier, est-ce que ça vous inquiète, ça, cette revendication des élus? Une espèce de coup de bambou fiscal local. Ils vont pouvoir s'expliquer. Non, mais ça m'inquiète pas. L'idée d'avoir des strates, des collectivités locales qui soient responsables, et quand elles prélèvent, si on imagine qu'elles ont une plus grande autonomie fiscale, ça veut dire qu'elles sont aussi plus responsables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont prélever peut-être moins, parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a une grande partie finalement des dépenses des collectivités locales qui vient de la dotation qui arrive de l'État. Et cette dotation qui arrive de l'État, qui est quand même très, très importante, qui est de l'ordre d'environ, allez, mettons 60 milliards, pour être d'accord avec tout le monde, mais peut-être vous direz 70, enfin bon, voilà, bon. Mais en gros, cette dotation, finalement, elle arrive tout crue pour les collectivités locales, alors que précédemment, c'était la vignette auto, c'était des taxes locales qui ont été supprimées par l'État. Donc, c'est un peu complexe, en fait, ce sujet, parce que chaque fois que l'État a supprimé de la fiscalité qui était de la fiscalité locale, il a basculé sur une dotation qui est versée par l'État. Le problème, c'est que ça a incité les collectivités locales
à ne pas être responsables de leurs dépenses et à attendre aussi beaucoup de l'État. Et nous avons beaucoup travaillé Ils sont légitimes à réclamer leur responsabilisation. Je ne dis pas qu'il faut absolument aller dans ce sens-là. Je dis qu'il y a un problème d'irresponsabilité des collectivités locales face à une part de la dette qui vient forcément, et du déficit bien sûr, qui vient forcément du fait que la dotation de l'État aux collectivités locales est élevée. Ensuite, la question de la responsabilisation... elle va l'être moins, hein. Non, mais la question de la responsabilisation des acteurs, qui soient du niveau de l'État, ou du niveau local, ou du niveau social, est très importante. Et je comprends très bien ce que vous dites, c'est-à-dire, en gros, chacun, en fonction de son poids dans la dépense publique, doit avoir finalement une participation et un effort homogène. Nous, ce que nous proposons, et moi ce que je propose dans mon livre 60 milliards d'économies, c'est un effort de 5% d'ici 2021 sur l'ensemble des dépenses publiques et quelque chose d'égal en fonction des différentes strates. D'accord. Alors Jacques Pélissard, je vous ai vu bondir quand j'ai parlé d'un coup de bambou fiscal, mais c'est un petit peu la menace qu'agite votre ami UMP, Valérie Pécresse. Elle dit attention, attention, là ils sont en train de préparer, les socialistes, une autonomie fiscale pour les élus locaux et ils vont augmenter, matraquer les Français. Pour les communes et intercos, il n'y a pas de souhait de modification. Nous avons une réforme de la fiscalité de l'impôt économique qui a été faite en 2009-2010. On ne va pas tout chambouler. Les choses doivent être stabilisées. Le Premier ministre, d'ailleurs, s'est exprimé sur ce point. Par contre, ce deuxième élément, par rapport aux dépenses, depuis des années, depuis 2009, on a mutualisé nos services entre communes et intercommunalités. On a stabilisé nos effectifs. Nous cherchons toujours l'efficacité de la dépense publique. C'est pas au niveau du bloc local, commune interco, le droit de grosses économies. On a déjà largement rationalisé notre fonctionnement. D'accord. D'un mot, Madame Verdier-Monnier, vous n'avez pas de reproche particulier à faire aux communes. Vous accablez surtout les régions, hein, mais un mot sur les communes. C'est vrai que je parle beaucoup des régions parce qu'on a fait toute une étude sur mais sur les communes. C'est là on a deux représentants. Sur la question des communes, il nous semble qu'on a trop de petites communes en France. Ah, d'accord. Et qu'une question importante, d'ailleurs, dans l'Union européenne, on représente avec la France 40% de l'ensemble des communes, ce sont des communes françaises. Donc l'idée, pour nous, ce serait de fusionner les communes en dessous de 10 000 habitants. En dessous de 10 000, on fusionne tout. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Là, il y aurait des économies d'échelle? Il y aurait des économies. Il y aurait aussi une pertinence. Vous savez qu'il y a de nombreux pays européens qui ont fusionné leurs communes en dessous de 100 000 habitants, hein, donc, notamment les Pays-Bas. Alors, qu'est-ce que vous deviendriez dans ce cas-là? J'ai simplement à dire que, je dirais, l'originalité française existe, que les Français sont très attachés à leur clocher, à leur commune, et que toutes les tentatives qui ont été faites par des gouvernements divers de fusionner des communes ont donné très peu de résultats, même si la dernière loi de 2010 permet la création de communes nouvelles, il y en a un peu. Je crois que la réponse qui a été donnée, c'est l'intercommunalité. C'est peut-être pas ce que vous pensez le mieux, mais c'est quand même une réponse efficace, comme vient de le dire Jacques Pélissard, par la mutualisation, par aussi l'intelligence de ne pas se faire la guerre sur un même territoire pour avoir des ressources. Et aussi, je dirais, regarder les investissements, les faire intelligemment. Les investissements, parce qu'il y a un argument qu'on entend beaucoup qui revient en faveur de la dépense locale, c'est de dire que tout cela, eh bien, ce sont les investissements publics qui tirent les villes, les départements, les régions. Jacques Pélissard, on fustige souvent les dépenses, on l'entend ici sur ce plateau, mais pour vous, c'est synonyme d'investissement et d'emploi. Les dépenses en France, c'est 70 milliards, dont les collectivités locales, communes interco, assument les 2/3. Et ça permet de l'emploi local, ça permet de la création de richesses locales, ça permet une structuration locale de notre territoire. Si on n'a plus d'investissement ou moins d'investissement, les 0,1% de croissance encore affichés vont encore baisser. Moi, je crois qu'il est important de conserver de l'investissement en France. Alors voilà, vous êtes d'accord avec cette idée, Madame Verdier-Molinier? La dépense pourquoi l'investissement, la dépense d'investissement, et d'ailleurs nous l'avons déploré à maintes reprises à la Fondation IFRAP, elle n'est pas assez importante dans notre pays. En revanche, ce qui est trop important, c'est quoi? C'est la dépense de fonctionnement, le coût de production de nos services publics, que ce soit au niveau local, au niveau social ou au niveau de l'État. Et quand on compare la France avec les autres pays de l'Union européenne, on se rend compte de quoi? Qu'on a 60 milliards d'écart de coûts tous les ans
rien que sur le coût de production. C'est là qu'il faut faire les économies. C'est rationaliser, mutualiser, externaliser s'il faut, imaginer des nouvelles façons de gérer les services publics. C'est comme ça qu'on pourra économiser. C'est ce qui se passe déjà dans pas mal de communes. Merci en tous les cas à tous les trois d'avoir participé à ce journal. C'est la fin du 19h. À 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale de Cadoc. Et moi, je vous retrouve à 22h45 avec Preuve par 3 et notre invité, donc Alain Vidaliste, ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonsoir. J'ai été au moins 6 fois au commissariat déposer plainte depuis janvier. J'ai su hier qu'il y en avait un qui avait sorti un fusil à pompe. Il y a bien 10-15% des gamins qui ne partent pas en vacances et qui restent toute la journée dehors. Dans les cités, les gardiens d'immeubles sont aux premières loges de tous les conflits, de tous les drames familiaux, sociaux et professionnels. On a envie quelquefois de baisser les bras par rapport à tout ce qu'on voit, ce qu'on trouve. Malheureusement, on ne peut pas choisir les locataires. Le métier de gardien, si tu ne l'aimes pas, ne le fais pas. Avec dans les rôles principaux, Aïcha, Nadine, Lucie et Eduardo, ce documentaire exceptionnel nous fait découvrir des personnalités aussi attachantes que stratégiques. Aux premières loges, samedi à 22h sur Public Sénat.